Vous écoutez Lire du Dire, fréquence Paris Pluriel 106.3, lire L'-IRE, comme colère, mais aussi comme parole, qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature parce qu'elle est le langage du monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Shala Shafik, qui est une sociologue, une écrivaine franco-iranienne exilée en France depuis le début des années 80, après la prise de pouvoir des islamistes. Elle a beaucoup travaillé sur l'islamisme comme idéologie et également porté la condition des femmes et la laïcité. Merci beaucoup, Shala, d'être avec nous. Et puis, comment est-ce que tu te présenterais ? Est-ce que tu es sociologue ? Est-ce que tu es écrivaine ? Est-ce que tu es exilée politique ? Est-ce que tu es féministe ? Comment est-ce que tu te présenterais ? Tout d'abord, merci de m'avoir donné ce temps de dialogue. Et merci de m'avoir donné ce temps de dialogue. Et je dirais je répondrai par rapport à cette bonne question. Je suis tout cela à la fois. En fait, c'est une question d'une identité complexe et multiple comme chacune de nous ou comme chacun de nous. Mais j'ai eu en fait, l'exil m'a amené à être présente dans tous ces domaines. Quand je suis arrivée ici en 82, je ne connaissais rien de la langue française. Donc, quand j'ai appris, je suis allée, j'étais à l'époque, j'avais fini les premières années de la sociologie à l'université de Téhéran. Et quand j'ai eu mes notes, ça veut dire les notes d'examen là-bas par les amis, puisque j'étais en clandestinité, donc je ne pouvais pas aller les récupérer moi-même. Et ici, je suis allée pour continuer mes études. J'ai décidé de continuer mes études de sociologie parce que je voulais répondre moi-même à des questions qui m'ont hantée. Comment ça se fait que ce fléau islamiste a pu prendre le règne d'une révolution qui se voulait quand même pour la liberté? C'était grotesque. Cette situation est très, très difficile. Et il y avait derrière moi un océan de sang, puisque c'était la grande répression que les islamistes ont tout de suite commencé après arriver au pouvoir, même par rapport à leurs anciens alliés qui étaient les groupes de gauche et les groupes de libéraux nationalistes. Ils ont épargné personne. Et donc j'étais vraiment dans une situation de désarroi et de questionnement, et j'ai pris à bras j'ai décidé à répondre à mes propres questionnements et donc de continuer pour la sociologie. Mais j'ai commencé à écrire des nouvelles de la littérature en langue persane dans cette première période de l'exil qui était très douloureuse. Et je dirais que cette écriture m'a sauvée de la dépression, de la mélancolie, quelque part, et de deuil, puisque chaque exil, c'est le deuil d'un pays aussi. Et de tous les liens que vous le faites, et surtout que ces liens étaient coupés très brutalement. Donc, j'ai commencé à écrire ces nouvelles qui ont été en persan et qui ont été publiées en persan à l'extérieur, mais qui ont été traduites après des années en français. Et une sélection de ces nouvelles a fait l'objet d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Chemin et brouillard et qui a été réédité cette année en deux volumes. Voilà, c'était la qualité. Après, j'ai écrit aussi les romans, les nouvelles, mais en même temps, j'ai continué toujours à écrire des essais sur, comme tu l'as dit, je me permets puisqu'on se dit qu'on se tutoie. Oui. Donc là, c'est sur l'islamisme, parce que j'ai continué à travailler sur l'islamisme et les femmes, mais parce que en France aussi, dans mes travaux professionnels, ça veut dire j'ai travaillé dans le domaine de l'interculturel sur la question
de l'immigration, interculturalité, etc. Et hélas, j'ai rencontré l'islamisme en France aussi. Donc j'ai continué à exploiter l'expérience iranienne qui est un laboratoire pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette idéologie, puisque pour moi, l'islamisme n'est pas une pratique religieuse, c'est une idéologie politique. Donc l'Iran présente un laboratoire complet. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris le pouvoir dans une alliance avec les non-islamistes qui leur ont fait confiance. Et après, ils les ont tués, ils les ont mis en prison. Et finalement, ils ont pu régner et continuent à régner depuis plus de 4 décennies. Donc il y a quand même une pratique très élaborée de pouvoir. On a à la fois leur victoire et leur pratique de pouvoir. Et après, toute la résistance du peuple iranien qui est arrivée finalement en 2022 à la belle révolution Femmes, Vie, Liberté, et que j'analyse avec un travail sur les mots des jeunes dans cet ouvrage qui s'appelle Un orage de mots, qui vient de paraître à l'édition de Rue de l'Échiquier. Voilà, dans l'ensemble, c'est toutes les identités que tu as dit, l'identité du sociologue, l'identité de l'écrivaine, et l'identité de l'exilé politique et l'identité de féministe sont présentes dans cette carrière. Et mon écriture fait le lien entre de tout ça, que ce soit par rapport à la littérature, que ce soit par rapport à l'essai. Et donc, tu évoques femme, vie, liberté. Ce slogan, il est apparu après la mort de Jina Mahsa Amini, on est bien d'accord ? Tout à fait. Qu'est-ce qui représente ce slogan pour toi ? Et est-ce que c'est une rupture dans l'histoire des luttes en Iran ? Est-ce qu'il représente cette rupture ? Oui, si tu veux, moi, c'est tout dans cet orage de mots. J'explique d'ailleurs cette idée-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui s'est passé ? Puisque tu le sais très bien que les médias, et surtout quand on est ici de l'extérieur, on voit, ça veut dire de l'extérieur du pays, je dis du pays de l'Iran, qui reste quand même mon pays d'origine, et avec lequel j'ai un rapport très très étroit, parce que j'écris aussi en langue persan, et mes textes circulent aussi en langue persan à l'intérieur, malgré le fait que je ne peux pas du tout y mettre le pied dans ce pays qui est le mien. Mais quand même, j'y suis présent et le pays est présent avec moi. Ça veut dire, en fait, l'Iran vit à l'intérieur de moi et je vis avec. Donc là, depuis des années, je travaille surtout à partir des années 2000, j'ai commencé à travailler sur les mots de la jeunesse, puisque moi, je pense qu'on est très exposé aux images dans la société, partout. Mais les mots ne sont pas assez exploités, alors que les mots disent plein de choses. Et sans les mots, les images peuvent être quand même, je peux le dire, les mots peuvent transmettre des choses qui ne sont pas, qui ne disent pas une réalité complexe. C'est toujours une dimension des choses, une image, à un certain moment donné. Mais les mots nous amènent quand même à exploiter tout l'ensemble de ce qui se passe. Et j'avais déjà dans un autre essai qui s'appelle « Le rendez-vous iranien » de Simone de Beauvoir, qui était publié en 2011. Et voilà. Donc j'étais à l'époque, moi j'étais en train d'écrire un roman qui demande au miroir, et il y avait un personnage de deux jeunes qui venaient de l'Iran dans ce roman. Et pour les comprendre mieux, puisque je suis bien sûr en contact avec les jeunes, mais j'ai commencé à lire les blogs des jeunes iraniens, à l'époque filles et garçons, puisque l'Iran est un pays qui était parmi les premiers à faire les blogs, à
avec la censure, etc., c'était devenu une sorte de journal intime des jeunes, avec les pseudonymes qui les mettaient à l'abri, plus ou moins. Donc j'ai commencé à exploiter et j'ai vu, c'était vraiment très très étonnant, l'image de Beauvoir qui revenait de manière assez imagée et parfois très onirique, poétique, une image fantasmée d'une femme qui est philosophe et écrivaine. Et voilà, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque quand même pour ma génération à moi, pour nous, la gauche, moi j'étais une étudiante qui appartenait à la tendance radicale de gauche. Pour nous, le féminisme ne voulait rien dire. À l'époque, on disait que si le pouvoir est renversé et avec le socialisme et tout, la question des femmes terminée. Donc c'est pas la peine. Le féminisme est un luxe occidental. Et c'est pas la peine d'aller. Donc, quand j'ai vu que les jeunes Iraniens, c'était tout à fait... Puisque pour nous, par exemple, Simone de Beauvoir n'était pas tellement important. C'était le Sartre, Jean-Paul Sartre. Et en plus, c'était par rapport au fait qu'il était plutôt de gauche, etc. Mais pour nous, c'était de Beauvoir était quelque part l'amante de grands philosophes. Et donc là, quand j'ai vu cette image-là, ça m'a beaucoup interpellée. J'avais déjà réfléchi sur ce sujet. Pourquoi? Par exemple, moi, en tant que jeune étudiante de l'époque et tout, j'avais pas fait attention à cette histoire de voile que les islamistes proposaient aux femmes dans les manifs, etc., etc. Et ça m'a beaucoup interpellée, cette image de Beauvoir, et j'ai commencé à faire une étude sur l'image de Beauvoir. En fait, ce livre qui est Rendez-vous iranien, c'est pas du tout un autre essai sur Simone de Beauvoir, c'est un essai sur les jeunes iraniens. Comment, avec leurs mots, elles voient cette femme et comment elles développent leur désir. Et là, j'ai vu quand même que le désir de la liberté et le féminisme étaient très présents chez les jeunes hommes aussi. Et ça m'a beaucoup interpellée. J'ai écrit cela. Donc, la révolution Femmes-Vie-Liberté est venue après. Ça veut dire que c'était en 2011 et après, c'est venu... 2019, l'essai sur de Beauvoir. Et 2022, quand il y a eu éclatement de la révolution Femmes-Vie-Liberté, j'étais déjà assez avertie par ce travail sur le désir chez les aînés, puisque les gens qui ont donné leur sang dans la rue étaient les cadets des jeunes que j'avais lus. Donc, si tu veux, il y avait des luttes avant, bien sûr, mais il y avait, je pense que là... Allô? Ouais. Si, c'est bon. C'est bon. Donc, il y avait les luttes avant, que ce soit les luttes des femmes, qui est arrivé d'ailleurs à contester contre le voile carrément dans les années 2019. Il y a eu après 2020, il y avait des femmes qui ont commencé à se dévoiler carrément dans l'espace public, quitte à risquer la confrontation avec les forces d'ordre. Mais en 2022, ce qui est arrivé, c'était à la fois une continuité, une rupture. Une rupture qui donne la qualité révolutionnaire à son mouvement. Cette rupture, ça s'explique par le fait qu'il y a eu un non ferme et dit à l'idéologie dominante. Ça veut dire que l'islamisme a été défié de manière très radicale. Tous les slogans, tous les mots des jeunes que j'explique, qu'est-ce que ça veut dire qu'en fait j'épluche dans ce livre Orage de mots, démontrent quand même la radicalité de cette rupture. Et c'est une rupture totale. La révolution Femmes-Vie-Liberté, c'est une rupture totale de peuple iranien avec le pouvoir. C'est pas que les femmes, c'est les jeunes hommes qui ont donné leur sang, mais il y a aussi les aînés, leurs parents. C'est ça. Leurs parents qui ont, par soutien de leurs jeunes, ils ont aussi commencé à dire leurs mots, et leurs mots aussi disent beaucoup de choses. Justement, je vais lire un extrait d'Orage de mots, et tu parles des jeunes hommes qui ont également pris part à cette révolution, à cette force du non.
un extrait tiré d'Orage de mots, un orage de mots, d'Ebrahim Righi ou Righi, comment est-ce qu'on dit ? C'est Righi. Righi, d'accord. Oui. Étudiant en médecine de 24 ans, qui va être arrêté et tué pour avoir porté secours à des blessés en manifestation le 30 septembre 2022. Une grande mobilisation agite Zahedan, la capitale du Sistan Baloutchistan, province très pauvre et fortement discriminée. Outre la question du meurtre de Mahsa Amini, les manifestants réclament la condamnation du chef de la police qui a violé une adolescente baloutche. La contestation étant écrasée dans le sang, ce jour sera nommé le vendredi sanglant de Zahedan. Donc, le texte d'Ebrahim Righi, lui-même baloutche, je vais le lire, ce texte qu'il écrit à ce sujet. Un événement malheureux, à la mesure des cœurs brisés des mères, des victimes, des familles de Kodanour, de Mahsa Amini et des autres. Quel grand rêve nous avions jadis. Désormais, nous nous disons que nous sommes peut-être morts ailleurs et qu'ici est notre enfer. Je ne pouvais pas imaginer que porter secours à des blessés pouvait constituer un péché. J'ai porté plainte auprès de Dieu. Mais sachez-le, mes chers, mourir ou être exécuté a perdu toute importance à mes yeux, car dans ce pays, j'ai maintes fois connu la mort. J'ai reçu bien des conseils et des propositions pour quitter l'Iran, mais jamais je ne quitterai ma ville. Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et vous écoutez Lire du Dire. Je suis avec Chala Chafik et on évoquait cette révolution sans précédent, femme, vie, liberté. Et donc, cher Chala, tu as aussi travaillé sur la parole des ex-détenus et en quoi leur témoignage, le témoignage des prisonnières politiques, ces témoignages sont-ils centraux pour comprendre l'Iran d'aujourd'hui ? Et d'abord, dans quelles circonstances as-tu recueilli ces témoignages ? Oui, merci pour cette belle lecture avec cette belle voix. Alors là, c'était un travail que quand je suis... En fait, je dis déjà qu'il y avait un océan de sang derrière moi quand je suis arrivée en exil. Mais j'ai perdu aussi des amis, ça veut dire j'ai pris le chemin de l'exil comme des milliers d'autres. Mais il y a des gens qui ont été arrêtés dans la rue et il y a eu des exécutions sommaires. Il y a des gens qui n'avaient même pas donné leur nom, donc et qui ont été exécutés seulement parce qu'ils ont été dans une manif ou avaient distribué les tracts. Donc, c'était vraiment une période très difficile. Toute la décennie 80, c'est une décennie ensanglantée par cette répression qui a fait deux choses. Ce que j'explique dans ce livre sur la prison politique qui a été réédité il y a quelques mois. Je pense que voilà, c'était là la prison politique en Iran, qui a été réédité, édition du Félin. Pour l'Orage de mots, c'est édition Rue de l'Échiquier. Voilà. Merci. Excuse-moi. Merci, Carl. Donc là, dans ce livre, pour moi, cette répression massive qui a duré toute la décennie 80, montre une chose. D'une part, une résistance énorme, même de la part des gens qui étaient les anciens alliés des islamistes, qui avaient cette illusion envers eux, et qui ont quand même été massacrés sauvagement parce ils et elles ont résisté également. Ça, c'est jamais su par le monde ici à l'extérieur. Il y a eu des milliers de morts et il y a eu un grand massacre de prisonniers politiques dans l'été 88. Dans tout un été, il y a eu près de 4000 de prisonniers politiques qui ont été tués dans un mois et qui ont été pendus pour qu'il n'y ait pas de bruit, etc. Et c'était
C'était vraiment préparé dans le silence total. Et moi, quand j'étais ici, j'étais tout le temps très choquée de ce silence. Je me disais, mais comment ça se fait qu'il y a tellement de crimes et il y a des crimes de telle importance et personne n'est au courant, sauf les petits groupes qui défendent les droits humains, etc., etc. Et même dans les grands médias, jamais des choses. Alors, j'ai tenu puisque dans les années 90, il y a eu des prisonniers rescapés de cette décennie, puisqu'il y a eu plein qui sont morts, il y a eu qui ont réussi à quitter ces prisons sans être morts, mais ils ont été torturés, leur jeunesse a été cassée pour beaucoup, etc. Ils ont commencé à écrire, à prendre la plume pour décrire leur mémoire. Mais je suivais de près ces travaux en persan, qui n'étaient pas traduits. Et j'ai choisi des morceaux et j'ai essayé, puisque en faisant cela, avant j'avais travaillé sur la question des femmes, et j'avais compris que le sexisme, ça veut dire que la répression des femmes fait la base de l'idéologie islamiste. Mais avec le travail sur la prison politique, j'ai compris que c'était une idéologie fascisante. Ça veut dire la dimension idéologique de l'islamisme, je l'avais déjà identifiée en travaillant sur les femmes, sur la question du voile, sur les femmes, etc. Mais après, une fois que j'ai lu ces mémoires, je me suis dit, mince, c'est quand même une idéologie fascisante et il faut que je le démontre. Donc c'était un peu à partir de ça, donc la répression qui était, puisque la prison ici, c'est comme un microcosme dans cette décennie. Après, ça a changé. Mais ça veut dire que ça a changé puisque le pouvoir a perdu un peu de sa mainmise. Il y a eu leur projet a échoué, il y a eu la corruption, le pouvoir islamiste en Iran, sa dimension totalitaire, a viré vers quelque chose de post-totalitaire avec un système mafieux. Ça veut dire que les mafieux, les groupes de pouvoir commencent à devenir des mafias de pouvoir. Ils sont avides de l'argent, ils sont avides de finances. Et la dimension idéologique qui se donnait dans ces prisons de la décennie 80, petit à petit, ça se effiloche. Comment je pourrais le dire? Donc là, cette décennie est quelque chose, c'est un miroir qui nous rend à toute cette idéologie, la prison politique de cette époque, c'est quelque chose. Donc j'ai écrit, à partir des paroles de ces prisonniers, un essai sur cette décennie, sur les mécanismes, ça veut dire en fait comment l'islamisme a pris le pouvoir, comment il a réprimer sa répression, quels sont les caractères, quelles sont les particularités, puisque c'est pas une dictature, c'est pas un dictature le classique, c'est une sorte de totalitarisme idéologique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ça, ce mécanisme de terror? Et la terror est dans l'ADN de cette idéologie. C'est pas quelque chose qui est tous les pouvoirs dictatoriaux utilisent à un moment ou l'autre la terror comme pour dominer leurs opposants et tout. Mais c'est pas ça. C'est la terror, c'est une manière de gouverner. Et je démontre dans ce livre, tout d'abord, la terror nue qui est exercée dans la prison politique, puisque les prisonniers sont otages. Ça veut dire qu'ils sont à la main, totalement livrés aux geôliers. Mais à l'extérieur, comment cette terreur s'explique avec la répression totale de la société, avec les élèves dans l'école, etc., avec une idéologie, avec une guerre idéologique qui se développe partout. Et c'est pourquoi je termine par dire qu'il y a eu un vocabulaire, encore les mots, un vocabulaire que les islamistes ont mis en place. Ça veut dire djihad a été mis à toutes les sauces. Ça veut dire djihad culturel, ça veut dire qu'on va formater la société selon ce que nous pensons. Donc aucune liberté. Et le voile obligatoire qui a été imposé aux femmes, ça symbolise et c'est quand même l'emblème de tout un système. C'est pas que pour les femmes. C'est le drapeau
d'un système qui domine tout le monde, puisqu'il y a une vision de l'homme et de la femme, il y a un modèle de la bonne musulmane, de la personne bonne musulmane, femme et homme, et c'est imposé par la force. Et donc il y a une tragédie vraiment dans tous les domaines. Mais avec cela, une autre dimension que j'ai explorée dans ce livre, c'est la résistance que la société développe. Puisque oui, ils veulent imposer leur modèle, mais la société iranienne ne leur a pas laissé le pouvoir total. En prison, ils ont tué, ils ont torturé, ils ont exécuté, mais à l'extérieur, il y a eu des résistances diffuses. Ça veut dire, en fait, les femmes, dès le premier jour de l'obligation de port de voile, les femmes ont créé le phénomène mauvais voile, que j'ai expliqué dans d'autres livres. Ça veut dire que mauvais voile, quand tu laisses passer tes cheveux, puisque leur voile correct, ça veut dire qu'il n'y a aucune mèche qui ne sort et que ton corps est complètement couvert, ta chevelure est couverte. Et ici, les femmes ont commencé à rendre dérisoire le voile. Ça veut dire, en fait, ils faisaient tout et n'importe quoi avec le voile. Et il y a eu des patrouilles de chasteté ou de patrouilles de contrôle qui ont été mises en place, où on a vu qu'en 2002, ça a été mis en place dès le début. Mais en 2002, ça a fait l'histoire de Mahsa Jina, le meurtre. C'est aussi autour de ces patrouilles. Mais ça a été tout le temps, chaque année, les femmes faisaient, et les hommes aussi après, petit à petit, toute la population rentrait en conflit de plus en plus ouvert avec ces patrouilles. Donc, si tu veux, et donc, j'ai aussi fait par rapport à cette résistance, si tu peux lire un des testaments, par exemple, de ces prisonniers qui, à la veille de leur mort, ils ont écrit, ça démontre quand même comment cette résistance, la personne qui sait qu'il va être tué, je vais te le... Oui. Alors, si tu veux... Et oui, et c'est justement dans ce livre, qu'il y a des testaments, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, et ça, c'est très important, puisque je pense que les gens ne savent pas... en fait, tout le monde sait par rapport à la répression, plus ou moins. Mais ce qui est important, c'est de savoir aussi par rapport à la réponse à cette population qui a été donnée. Donc, en attendant, je vais... Ouais. Tu as trouvé? Voilà. Non, vas-y, lis. Je voulais lire juste un texte de Sarina Esmailzadeh, qui est une lycéenne de 16 ans, décédée après avoir été grièvement blessée à coups de matraque par les forces de l'ordre le 23 septembre 2022 lors d'une manifestation à Méchar, ville au sud-ouest de Karach. Et donc les autorités essayent de cacher ce crime en annonçant que Sarina s'est suicidée. Elle était passionnée de musique, elle était passionnée de poésie et elle partageait ses pensées, ses émotions et ses poèmes sur son canal Telegram. Elle tenait aussi un blog à travers ses désirs, à travers ses joies, à travers ses amertumes, ses rêves, ses angoisses. Elle nous parle d'une jeunesse privée du droit de liberté qui étouffe. Et donc, voilà un petit extrait d'un poème. Elle voulait être en vie, elle voulait exister. Elle a donc tendu la main, en espérant quoi? Elle ne savait pas. Elle voulait juste faire un pas. Elle avait oublié le marécage dans lequel elle se trouvait. Boue, chute, puanteur, répugnance, haine, tristesse. Un cri sans bouche, un ciel sans couleur, un automne sans pluie et une fin sans fin. Fréquence Paris Pluriel 106.3 et je suis avec Shala Shafik. Je vais lire un extrait donc de cette et d'une femme. D'accord. D'une prisonnière et d'un prisonnier. D'une prisonnière et d'un prisonnier, extrait du livre La prison politique en Iran, qui a été réédité aux éditions du Félin.
Et donc, ce sont donc des testaments, c'est ça, de condamnés à mort. Gholam Jalil connaît Shairi, écrit à sa famille. Une nouvelle année arrive et la nature offre aux steppes une nouvelle vie. La brise du printemps caresse chaque matin les fleurs de la montagne et révèle le désert. J'espère que vous aussi, vous vivrez dans la joie. Même si je ne suis plus parmi vous, je suis sûre de renaître à travers les parfums de fleurs sauvages de la montagne et de la brise nuptiale qui effleure les violettes sauvages de la montagne. Je renaîtrai dans le cœur des montagnes, telles les chevelures des fillettes. Je renaîtrai dans le cœur de chacun de vous, au moment de l'effort et du labeur, mais aussi dans les moments de joie. J'aimais beaucoup la vie, mais la préserver me demanderait un prix trop élevé que je ne peux payer. J'ai toujours vécu au cœur de maintes difficultés avec dignité. J'ai toujours été parmi les meilleurs élèves de l'école et à l'université. Et j'aimais vivre à un moment de vie humaine et dignement. Donc Gholam demande à sa famille d'aimer son épouse et prie sa mère de ne pas pleurer sa mort. Il finit son testament avec un poème de Hafez, grand poète persan. Je le dis à haute voix et je suis fière de le dire. Esclave de l'amour, je suis libre des deux mondes. Merci beaucoup. Voilà, j'ai lu cet extrait de La prison politique en Iran. Et donc, merci beaucoup pour ces témoignages tellement émouvants que tu as récolté, que tu as mis dans un livre et qui témoigne de cette terreur. Et justement, quelle est la place, le traitement réservé aux femmes, la spécificité des tribunaux révolutionnaires? Est-ce qu'il y a un traitement particulier réservé aux femmes lorsqu'elles sont arrêtées? Absolument, ça veut dire dans ce livre, en fait, ce beau extrait, cette belle lettre que tu as lue, c'est un homme qui a écrit que, en fait, je connaissais sa femme qui après le deuil qu'elle a vécu, elle a été obligée aussi de s'exiler. Et je l'ai connue de près et c'est elle qui m'a remis ce testament-là. Et c'était aussi tout l'effort qu'on doit faire pour garder ces papiers, pour garder ces témoignages, puisque le régime iranien a fait tout pour effacer les crimes, les traces, etc. Si tu veux, par rapport aux femmes, la prison des femmes, ou dans ce livre, il y a beaucoup d'extraits aussi, je pense que la prison de femmes, ou le traitement réservé aux femmes, a la particularité, elle a une particularité flagrante. Ça veut dire, en fait, comme le sexisme est la base de cette idéologie islamiste. Par exemple, si tu dis hitlérisme ou tu dis nazisme, il y a la race qui est la base de leur idéologie. Si tu vas dans le stalinisme, c'est plus la classe sociale, la dictature. Mais pour l'islamisme, ils font à partir de sexisme, ça veut dire en fait leur idéologie, la base idéologique, c'est la domination des femmes. Et donc dans la prison, tu le vois, l'exercice de torture sur les prisonnières femmes, puisque les hommes aussi sont torturés, mais dans la torture impliquée aux femmes, il y a toujours une dimension sexiste. Ça veut dire que j'ai amené dans ce livre les passages où tu vois que le geôlier, même quand ils vont amener la femme pour torturer, il prend pas sa main, il donne un bâton en bois pour qu'il le prenne. Ça veut dire, en fait, ils font la distinction du sexe même dans l'exercice de l'accompagnement, mais en même temps, ils vont jusqu'au viol. C'est quand même très, très... Et aussi, une autre dimension qui est très claire dans cette prison, c'est la présence des enfants.
Et ça donne une dimension très douloureuse. Par exemple, il y a une femme enceinte qui, à l'époque où elle a été arrêtée, elle est enceinte, mais ils disent, oui, selon la loi charia, la loi religieuse, on ne va pas tuer une femme enceinte, mais elles lui disent, dès que tu vas mettre l'enfant au monde, tu vas être exécuté. Donc, tu imagines le temps qu'endure la femme. Chaque jour, elle approche la mort et le jour de naissance de son enfant, elle va partir. Donc ça, c'est des choses qu'elles ont infligées. Il y a des enfants qui ont été dans la cellule avec les femmes et elles ont amené la mère pour torturer et c'est l'enfant qui pleure avec sa mère quand elle rentre avec les pieds enflés, ensanglantés, etc. Et les autres prisonniers, comme la cellule est très petite, il y a eu des situations quand même où tu vois que la féminité et le fait que les femmes mettent au monde l'enfant, et tout ça s'est exploité à des fins de torture. Si tu veux, et ça c'est quand même une particularité. Et toute l'imagination qu'ils ont sur les femmes. Par exemple, quand elle arrête les femmes qui sont de gauche, par exemple, qui ont été arrêtées puisque c'était la période de clandestinité, elle les soupçonne tout de suite de dire que vous êtes dans ces maisons-là, maisons de politique, pour coucher avec les hommes. Elle le soupçonne d'être comme des prostituées. Tu vois, c'est les temps d'insultes, tout est marqué par le sexisme. Leur torture, leur vocabulaire envers les femmes. Et tout ça, il y a une particularité énorme. Et je dis que toute l'hypocrisie de cette idéologie, puisqu'ils ont changé de vocabulaire, la torture ne s'appelle pas torture. Ils disent ta'zir, par exemple. Il y a un homme pour dire... ils disent, c'est pourquoi dans les instances internationales, ils disent non, on n'a jamais torturé, on a fait telle chose, mais ils ont créé un vocabulaire pour habiller leur pratique de torture d'un langage islamique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, par rapport à la prison de femmes, tu vois quand même toute l'hypocrisie de ce système, toute leur haine, toute leur misogynie. C'est pas du tout seulement un sexisme ordinaire, c'est une sorte de la haine de la féminité et une sorte de, comment je pourrais dire, phallocratie, quelque part. C'est quelque chose qui se déploie très clairement et je pense qu'à travers la prison des femmes, on peut le voir. Ceci étant, dans la prison des hommes, les jeunes hommes, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de jeunes dans cette prison, les jeunes hommes ont eu des pratiques d'attouchement sexuel et de viol et des choses comme ça. Ils n'ont pas été épargnés. Et l'enfant, non. L'enfant, il n'y avait pas dans ces cellules. Mais il y avait des situations spécifiques à la prison des femmes. Mais les hommes aussi, les tortures et tout ça, c'était vraiment... Je pense que c'est à travers ce qui se passe dans cette prison de cette décennie, mais après, ceci étant, dans les autres décennies, il y a la prison, ils n'ont pas eu les mêmes... pouvoir idéologique, mais quand même, ils ont, d'après les témoignages que nous avons eus dans la Révolution Femmes et Liberté et les émeutes avant, le viol et l'attouchement ont été quand même utilisés comme un moyen de torture très fréquemment. Oui, ça a continué quand même. Mais le microcosme de prison, tel que ça a été dans l'année 80, c'est encore une fois un laboratoire. Et tu dis dans justement la prison politique, dans ton livre, que la prison est un laboratoire pour fabriquer le nouvel homme islamiste. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là, ce que ça veut dire, etc. Absolument, c'est une très bonne remarque qui résume un peu la place de ce livre et l'importance de ce livre. Et là, si tu veux, beaucoup de gens n'ont pas une idée de pourquoi on dit que l'islamisme est un totalitarisme. Et comme il y a beaucoup de débats, totalitarisme, et que bien sûr que c'est que le pratique du nazisme, etc., bien sûr. Mais
effectivement, le totalitarisme, comme Hannah Arendt l'a expliqué, il y a plusieurs caractéristiques. Et effectivement, une des caractéristiques très importantes dont Arendt parle, et aussi les autres personnes qui ont travaillé sur le totalitarisme, c'est une idéologie qui est au service de la création d'un homme autre, d'un homme qui imaginé par les personnes, par les idéologues, si tu veux. Donc c'est le nouvel homme. Le nouvel homme, pour les islamistes, c'est plus l'homme qui correspond à leur idée de l'islam. C'est pourquoi je dis c'est pas une pratique religieuse, c'est une pratique idéologique. Ma grand-mère était musulmane, elle m'a jamais imposé le voile, tout à fait le contraire. Elle m'a dit il faut pas que tu le portes tant que tu n'es pas grand, après tu réfléchis, tu choisis. Et effectivement, elle disait que pour elle, c'était éducatif. Elle a été obligée. Mais les islamistes l'obligent, puisqu'elles veulent un modèle de femme fabriqué selon la charia. Et pour cela, ils torturent, ils arrêtent, ils font de propagande, ils font des cahiers de l'école, etc., etc. Tout un système est mis au service de cette idéologie. Une fabrication de nouvel homme islamique et de nouvelles femmes islamiques. Mais comme ça rentre en contradiction avec le désir et la volonté des hommes et des femmes, ils sont obligés, entre guillemets, ils vont par la répression. Et c'est pourquoi la prison politique devient un concentré de ce qu'ils font dans toute la société. Mais ici, ils ont les gens à leur portée, ils le font vraiment. Et on le voit. Mais par exemple, à l'extérieur, dans la rue, ils font les patrouilles de la chasteté, ils arrêtent les gens, ils contrôlent les journaux, il n'y a aucune liberté de parole. Et ça veut dire qu'il y a de liberté, mais après, tu peux aller en prison. Et les partis politiques n'existent pas. Il crée quand même un système, une araignée de répression dans tous les lieux de société. Il y a des commissions, il y a des associations islamiques. Ça veut dire, en fait, dans les lieux de travail, dans les usines, dans les écoles, dans tous les lieux sociétaux, il crée des instances de contrôle et de surveillance dès les années 80. Et à l'échelle plus grande, il crée l'armée idéologique de Pastaran et de Basiji qui contrôle toute la société. Tu peux imaginer quand même. Et tout cela arrive à une résistance diffuse que j'explique dans tous les essais différents, que ce soit sur les femmes ou la prison ou la révolution Femmes-Liberté. Puisque moi, je pense, Carole, qu'il n'y a pas une prise de conscience. Ça veut dire qu'en fait, il y a des idées qui sont vagues sur l'islamisme. Mais je ne sais pas pourquoi. Parfois, je me dis parce que c'est lié à une religion et les gens n'ont pas envie. Ça veut dire, en fait, les gens voient beaucoup plus. Ils disent, est-ce que je peux impliquer la même chose que par rapport à une idéologie quelconque, laïque? Oui, c'est un mécanisme idéologique. Donc, il faut séparer l'islam comme une pratique religieuse, bien sûr, avec une idéologie. Et ça, l'islamisme en profite beaucoup de cette confusion. Et les gens n'ont pas envie d'aborder la question puisqu'ils ont peur d'être dans un racisme envers les musulmans. Bien sûr qu'il existe un racisme anti-musulman, mais ça n'a rien à voir avec l'islamisme. C'est un recyclage des idéaux racistes parce que c'est une population immigrée musulmane en France. Mais l'islamisme, c'est autre chose. Bien Et sûr. vraiment, avec tout ce qui s'est passé en France, c'est ce que la France a vécu. Comme récemment, on a eu l'anniversaire de 10e anniversaire de 13 novembre. On a eu l'attaque à Charlie Hebdo. On l'a vécu dans notre chair, cette histoire, en tant que les Français et les Françaises. Donc, il est temps de prendre conscience de ce qui veut dire cette idéologie. Ne serait-ce que pour éduquer les jeunes générations par rapport à ça.
et ne pas seulement dire oui, c'est leur culture, c'est leur religion, on peut rien faire, ou de toute façon non, puisque si tu veux, même pour le phénomène burqa, ce serait intéressant de voir que 30% des jeunes femmes qui portaient le burqa en France n'étaient pas d'origine musulmane. C'est une idéologie qui pourrait intéresser n'importe quel jeune. Et là, je pense, c'est une idéologie qui a ses attaches en France. Et donc, c'est très important. Et l'expérience iranienne, comme je l'ai dit, je le répète, est un laboratoire pour le comprendre. C'est pas que c'est comme, par exemple, pour l'Union soviétique a été un laboratoire pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire le stalinisme. Voilà. Tout simplement, comme l'Allemagne était un laboratoire, on ne peut pas dire qu'en dehors d'allemand, ça ne peut pas arriver. Mais c'est quand même des expériences de la Shoah. Ceci étant, l'expérience de la Shoah, c'est tout à fait sa propre particularité. Une comparaison, ce n'est pas possible. Mais je dis que de la même façon, l'être humain les humains ont fait des expériences fascisantes partout. Et en dehors des frontières, c'est possible. Donc, puisque c'est des phénomènes idéologiques. Le fascisme est une idéologie. Ce n'est pas le fait que ce soit les Allemands seulement sont capables de... Non, partout, tout être humain est capable. Et effectivement, par rapport à l'islamisme, moi, je trouve que c'est un fléau de notre temps. Et depuis les années 80, elle nous poursuit. Il nous poursuit sous des formes tout à fait différentes, que ce soit djihadistes de Daesh, que ce soit la République islamique de l'Iran, que ce soit le parlementarisme islamiste, comme Erdogan, qui fait quand même pas mal de dégâts en Turquie. Il est le temps vraiment qu'on réfléchisse sur qu'est-ce que ça engage, qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes, qu'est-ce que ça veut dire pour la société. Et mon histoire de vie m'a amenée à ça. En fait, je suis aussi impliquée à la fois personnellement, mais aussi par une nécessité de toute personne qui, même en tant que citoyenne française, pas seulement en tant qu'iranienne, en tant que citoyenne française, face au meurtre de l'équipe de Charlie Hebdo, et de 13 novembre, où les gens tout azimut ont été tués. C'était même pas, tu vois, c'était même pas, on ne pouvait même pas dire les gens qui étaient à Bataclan ou qui étaient dans les cafés. Voilà. Donc il est le temps vraiment de pouvoir bien réfléchir sur ce sujet. C'est pourquoi je continue à le faire. Maintenant, je te dirais que même dans mes instants, ça veut dire en fait dans ma littérature, forcément ça revient. Ben oui, bien sûr. C'est mes rêves et mes cauchemars aussi qui sont imprégnés de ça, mais ce n'est pas que ça. Moi, je le vis comme un phénomène vraiment humain. Et je pense que chacun de nous, ils sont confrontés en tant qu'humains. Bien sûr. Et je vais justement lire un de tes poèmes qui est paru dans ce recueil Instant Poétique, qui est très beau parce qu'il est avec des peintures de Christian Hubert-Rodier. Ça s'appelle Calendrier. Calendrier, dis-moi, as-tu noté dans tes pages bien rangées les derniers éclats de son sourire écrasé? Calendrier, as-tu enregistré sur la page de ce jour d'année les ultimes mots de son âme pilée? As-tu tracé sur la page de la fin le dessin de l'aube croquée de sang? Dis-moi, calendrier, comment mesurer le temps de l'éclosion à jamais brisé? Merci. J'aimerais que tu le lises en persan si possible. Mais c'était le jour, après le jour de Charlie. Là, ce dessin qui était ensanglanté. Et ça m'est venu, puisque le principe, ça veut dire en fait ce livre qui était édition Paquebot, et je remercie les gens, ça veut dire en fait, comme tu dis, c'est un livre très beau, et je remercie le peintre qui a dialogué avec les mots,
puisqu'il l'a fait exactement pour ces mots. Alors on t'écoute dans ta belle langue. Merci beaucoup, Carole. تقویم به من بگو ثبت کرده ای آیا Trop ému. Oui. Oui, je comprends. Oui. On a entendu au moins quelques mots. Oui. Je vais lire 2 ou 3. Ça veut dire, en fait, c'est peut-être un autre... Je vais te poser une question et là, il va falloir qu'on finisse. Donc, voilà, tout à fait. Donc, ça, ce poème, c'est très difficile pour moi. C'est peut-être, je vais vous lire autre chose par rapport à... Alors, tu le lis en persan et je le lis en persan, voilà. En français. Vas-y. Voilà. از جنس خاطره سراسر روز باران میبارید از غمی سنگین میگرید آسمان. با خود گفتم رقص خورشید هم که به تسلا برآمد بی‌توان بود چنان که رنگ باخت در آهی و دمی رنگین کمان. چه زیباست اما نقشی که زد به ثانیه‌ای تنها آن راه شیری در دل ابرها. Ça s'appelle de l'étoffe de souvenir. Merci beaucoup. Il plut toute la journée. Il pleure d'un lourd chagrin le ciel, je me disais. Le soleil qui vint le consoler dansa en vain. Il en pâlit, le frêle arc-en-ciel. Quelle beauté pourtant, au cœur des nuages, ce chemin lacté qu'il peint d'un trait. Merci beaucoup. C'est comme la vie. Oui, exactement. Et pour finir, moi je pense à Narges Mohammadi et je pense aussi à une jeune femme qui a 42 ans qui s'appelle Pakshan Azizi qui a été arrêtée et condamnée à mort. Absolument. C'est la 2e femme condamnée à mort en Iran. Oui. Elle est condamnée à mort parce qu'elle a voulu aider des femmes et des enfants. Bien sûr. Alors, que peuvent les ONG? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, si tu veux, actuellement, surtout après la révolution Femmes et Liberté, la République islamique a enduré sa répression, les exécutions reprennent de plus belle. Ah ouais. Et il y a eu aussi la condamnation de Pakshan Azizi, la militante, qui est la militante des droits humains. Oui. Et comme pour les enfants aussi, qui est une jeune femme brillante qui a été arrêtée, qui est condamnée à mort. Et il y a d'autres également, que ce soit femmes ou hommes. Moi, je pense que les ONG ont beaucoup de choses à faire. Ça veut dire, en fait, il faudrait dénoncer, il faudrait en parler, il faudrait faire pression. Puisque tu sais, pendant la Révolution Femmes et Liberté, moi-même, chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler à la télé ou dans les médias, j'ai demandé ce que les Iraniens demandent, de mettre le Pasdaran sur la liste des terroristes. Oui, mais ça n'a jamais été fait. Mais comment tu expliques ça? Moi, j'explique que la diplomatie n'a pas encore intégré les droits humains de manière... comme il faut. Et donc, je pense que, on a vu le retour des otages. Moi, j'ai écrit d'ailleurs un texte là-dessous avant qu'ils soient en prison. Et c'était vraiment des enseignants qui n'avaient rien fait. 2 personnes ont perdu 5 ans de leur vie. Et vraiment, tout ça se fait. Et le régime continue à faire tout en comptant tranquillement sur un échange avec les autres. Et on lui pardonne beaucoup de choses, pour des raisons liées à la diplomatie, pour les raisons liées à la question internationale, etc. Je trouve que là, je comprends en partie les raisons des diplomates, mais je pense que tant que les droits humains et la liberté des femmes en général n'arrivent pas à faire partie intégrale de négociations diplomatiques, et ce qui est le cas pour l'Iran et pour ailleurs,
on n'arrivera pas à faire une pression on n'arrive pas à sauver les vies, puisque les mollahs en Iran qui sont au pouvoir, ou leurs gens, en tout cas la République islamique, voilà, qu'on appelle la République des mollahs, continuent dans l'impunité totale. Totale. Et ça, je ne dis pas que ça doit être les Occidentaux qui décident pour cela, mais au moins qu'ils fassent leur part. Qu'ils fassent leur part par rapport à leur slogan eux-mêmes. Pas seulement parce que le peuple iranien, parce que c'est les valeurs qui sont affichées pour la République française. Égalité, liberté, fraternité, avec un grand F, et solidarité, je dirais, créent un devoir pour une diplomatie qui soit digne de ce nom. Et je réclame cela tout simplement en tant qu'Iranienne et en tant que citoyenne française. Puisque, si tu veux, si on fait de laxisme, c'est le peuple français aussi qui le vit dans sa chair, ce résultat. Moi, je peux le dire et je le vis depuis longtemps. De toute façon, quand vous laissez impunis les crimes, de toute façon, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait les gens qui vont aller faire la guerre. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'au moins, la pression ait un sens par rapport à... Et je pense que ce n'est pas du tout suffisant. Au moins que le groupe Pastoran, c'est l'armée idéologique du régime, soit mis sur la liste des terroristes. C'est le minimum qu'on peut faire, qui n'a jamais été fait, et c'est la réclamation du peuple iranien. Mais merci beaucoup, Chala, franchement. Merci à toi. Merci. Je vais terminer avec un texte que tu nous as envoyé, qui est tiré de ce livre, Un orage de mots. Encore un texte. Le corps torturé, c'est de Nika Chakarami. Crâne fracturé, pommette enfoncée, rendu à ses parents fin septembre 2022, inspire un poème à Nasrin Gaderi, qui va elle-même être victime de la réprimande du pouvoir. Et donc, elle publie ces mots avant qu'elle-même soit tuée, début novembre 2022. Je ne suis pas une idole que vous attaquez de vos haches. Je ne suis pas une divinité fabriquée que vous daignez. Tout être qui respire s'anime en moi et naît de moi. Je suis ce créateur qui, sous les bottes de ses enfants, est enterrée vivante, raptée, violée et torturée et mise à mort. C'était Fréquence Paris Pluriel. 106.3, Lire du dire. Merci infiniment, Chala Chafik. Merci beaucoup, Carole.